donc moi je me présente, je suis directrice de l'Ordre des architectes d'Alsace. Et pour la petite histoire, c'est pas anodin, j'ai fait l'école d'architecture et je suis inscrite à l'Ordre, donc architecte. Et Sylviana, qui est ici, fait partie du syndicat UA, du syndicat des architectes d'Alsace. Et donc je vais juste vous faire une petite intro avec une petite explication sur ce que c'est l'Ordre. Vous étiez là hier toutes les trois ? D'accord, donc je peux faire ça et puis rapidement vous expliquer qu'il y a une différence entre porter le titre d'architecte et exercer le métier. Donc en fait, vous savez que dans une école d'architecture, on vous enseigne l'architecture. Pas être architecte, mais l'architecture. Et donc, comme on a en Alsace, je suis obligée de dire que on a deux écoles, puisque les deux personnes à côté de moi ont fait l'ENSAIF, l'autre école. Donc on a des écoles qui sont quand même plutôt bien, et ce qui fait qu'à la sortie de ces écoles, contre toute attente, nous pouvons exercer plein de métiers différents. On n'est pas forcément obligé de partir sur la voie commune du travail en agence, avec conception, et puis ensuite suivi du chantier, réalisation. Et donc c'est fort de ces réflexions, etc., que depuis maintenant 5-6 ans, je ne sais plus, on organise ces petites conférences métiers en essayant de renouveler les métiers et les modes d'exercice qui peuvent exister suite à des études d'architecture. Donc je dis volontairement études d'architecture et pas suite au fait qu'on devienne architecte, parce que donc vous suivez des études d'architecture et par la suite, donc, en étant diplômé, vous avez accès à un certain nombre de métiers. Par contre, il y en a certains qui ne sont possibles que si vous portez le titre, comme justement concevoir des projets. Et pour porter le titre, il faut être inscrit à l'ordre. Voilà. Sinon, vous n'êtes entre guillemets que diplômé en architecture, ce qui est déjà pas mal. Et donc porter le titre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire être inscrit à l'ordre, parce qu'à un moment donné, le législateur a décidé que ça se passait comme ça, qu'il fallait contrôler la profession. Et donc c'est une institution qui s'occupe à la fois de contrôler la déontologie, l'assurance, le port du titre en général, qui fait aussi de la discipline. J'avais un autre petit mot, je ne sais plus maintenant. Voilà, toute une série de petites choses. Donc c'est la police en fait de l'ordre. Et voilà. Et voilà. Donc ça c'est le plus pour expliquer ce que c'est l'ordre. Après je reviens maintenant donc du coup vous comprenez ce que veut dire porter le titre. Et donc je reviens au mode d'exercice. Donc après, il y a toute une série de modes d'exercice pour lesquels on n'est pas obligé de porter le titre. On peut, mais on n'est pas obligé. Et notamment tout ce qui concerne la fonction publique, comme Yves, je le laisserai plutôt développer, pour faire notamment de l'urbanisme, par exemple. Donc il y a Michel Fox qui viendra en parler la semaine prochaine. Après, il y a plein de métiers connexes comme la scénographie, l'événementiel. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe 1024, qui sont des anciens étudiants de l'école de mon époque, et qui font plus de l'événementiel et qui sont diplômés donc en archi. Il y a aussi les architectes des bâtiments de France. Il y a... qu'est-ce que j'ai noté encore? Demain, on reçoit une architecte qui est expert pour une assurance. Donc pareil, on n'est pas du tout obligé de porter le titre, quoi. En fait, là, il faut plus justifier d'une expérience et bien sûr d'un diplôme. Donc voilà... Tac, tac. Je regarde juste mes notes pour voir si j'avais un autre truc qui me semblait important. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Sylviana. Voilà. Ouais. Bonjour. Donc moi, Sylviana Guillou, je suis architecte. Je porte le titre d'architecte puisque je suis inscrite à l'ordre. Pour l'histoire, j'ai eu mon diplôme en 2006 à l'INSA,
qui s'appelait encore l'ENSAIS, l'année où j'ai passé mon diplôme. Et aujourd'hui, moi, j'exerce, j'ai ma société où j'exerce seule. Et je suis ici aujourd'hui pour représenter le syndicat. Donc, je suis conseillère à l'UAA, l'Union des architectes d'Alsace, qui est un syndicat qui est complètement différent de l'ordre des architectes. Il ne faut surtout pas confondre, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes raisons d'exister et les mêmes missions. Les mêmes missions, voilà. L'Union des architectes d'Alsace, c'est un syndicat, déjà il y a deux sortes de syndicats, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés. L'Union des architectes d'Alsace, c'est un syndicat patronal, donc ce sont les architectes libéraux, les architectes associés qui sont dans ce syndicat, et ça a pour vocation de défendre la profession, et non pas défendre l'architecture. On défend la profession, c'est-à-dire notre façon d'exercer. On va aller, par exemple, aller voir les parlementaires, les ministres, les personnes un peu haut placées qui font les lois pour aller taper un peu du poing sur la table quand on essaye de nous descendre, quand on essaye pour demander, par exemple, de descendre le seuil à 150 mètres carrés pour les permis de construire qui doivent être signés par des architectes. Pour aller contrer les lobbies des constructeurs de maisons individuelles. Voilà, c'est ce genre de choses qui est défendre la profession. Donc l'Union des architectes d'Alsace, on est l'antenne, on va dire, régionale de l'UNSFA, qui est le groupe national du syndicat, qui veut dire Union nationale des syndicats français d'architectes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, mais en fait, pour résumer, c'est vrai que l'ordre des architectes, c'est plus la police, et puis on défend l'architecture, on défend les maîtres d'ouvrage, en fait. C'est notre première mission. C'est protéger les maîtres d'ouvrage, les clients, donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est un maître d'ouvrage. Et par contre, le syndicat, comme un syndicat d'employés, c'est vraiment pour défendre le professionnel, la personne. Voilà. Grosso modo, c'est ça. C'est aussi les syndicats qui se réunissent une fois par an pour décider de la valeur du point. Donc la valeur du point, c'est ce qui va régir en fait le montant des salaires des salariés. Voilà. Puisqu'on est régi par une convention collective. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est peut-être un bon sujet. Ouais, non, mais ouais. Et donc, c'est bon. Et donc voilà, donc tout naturellement aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Yves Gross, qui donnera son titre lui-même parce que j'ai peur d'en oublier. Et puis surtout, tu viens de changer un petit peu de. Ouais. Tu viens de changer un petit peu de secteur. En tous les cas, il bosse pour la Comcom ou la commune, la grosse communauté. Tu vois, déjà là, je suis plus très sûre de Haguenau. Il est fonctionnaire et à côté de ça, il a d'ailleurs aussi un petit exercice libéral dont il, je pense, fera mention. Et donc, non, je ne voulais pas en parler. Et donc, il va vous expliquer grosso modo son cursus, comment il en est venu à ça, et ce qu'on lui demande de faire dans son boulot, quel est l'intérêt d'avoir des architectes dans les collectivités territoriales notamment. Voilà, merci. Ok, bonjour à tous. Donc Yves Gross, effectivement, architecte diplômé de l'ENSAIS, 89, au siècle dernier. Donc sorti en 89, à l'époque il fallait encore faire son service militaire, donc 16 mois en Guadeloupe, outre-mer, dans l'architecture. Hein, il y avait eu malheureusement un cyclone avant que je parte, donc il fallait des architectes pour suivre des chantiers de reconstruction de logements pour les personnes défavorisées, des maisons individuelles en quelque sorte, des cases. Donc je suis revenu en métropole en 91 et là je me suis installé en libéral. Donc inscription à l'ordre. Alors juste pour faire simple, l'inscription à l'ordre est obligatoire quand on signe un permis de construire. C'est un bon résumé. C'est vraiment là où il faut être inscrit à l'ordre. Tout le reste, tant que vous ne signez pas de permis de construire, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à l'ordre. Par contre, ne pas être inscrit à l'ordre, c'est ne pas porter le titre. Vous mettez nulle part dans vos papiers en tête, vos cartes de visite, votre plaque sur la maison, nulle part vous mettez architecte. Diplômé en architecture, mais architecte, c'est... Pour porter le titre, il faut être inscrit à l'ordre, mais on s'en fout de porter le titre. Ce qu'il faut surtout avoir, c'est être inscrit à l'ordre pour signer un permis de construire. Donc, je reviens à mon installation libérale.
Donc ça démarre doucement et à l'époque, 91, donc la ville de Haguenau cherche à recruter un architecte pour la création d'un nouveau service qui s'appelait service bâtiment neuf. Donc c'était essentiellement pour faire de la maîtrise d'ouvrage. Et ce boulot, depuis que je suis à la mairie de Haguenau, me suit et encore aujourd'hui j'exerce ce métier de maître d'ouvrage, et je vous donnerai plus de détails une fois que j'aurai passé en revue l'historique. Donc, embauché par la ville de Haguenau pour la création de ce nouveau service. Après, il y a eu des modifications. Il y a d'abord eu, en 99, fusion entre le service des bâtiments existants, qui faisait de la gestion de patrimoine, et le service des bâtiments neufs, dont j'étais en charge. Au début, c'était moi, le service des bâtiments neufs. Après, au bout d'un an, on était 2, on avait doublé les effectifs. Et en fait, en 99, on s'est retrouvé assez rapidement à une dizaine, puisqu'on a fusionné au départ à la retraite du chef du service bâtiments existants. Et donc, j'avais en charge non seulement les projets de bâtiments neufs ou de grosses transformations, de grosses réhabilitations, mais également la gestion d'un patrimoine. Une ville comme Haguenau a 200 bâtiments, et 200 bâtiments qui doivent être tous les jours en conformité. Enfin, on voit déjà ce que c'est qu'une école. Voilà, il faut. On gère un bâtiment comme on gère sa maison, son appart, son immeuble, et avec en plus les contraintes ERP. Enfin, il faut tout ça que ce soit le plus proche possible de la perfection. Donc, après, le poste a évolué aussi, puisque la ville de Haguenau est rentrée dans une communauté de communes, qui était composée au début de 10 communes, puis de 14 communes, la communauté de communes de la région de Haguenau. Et là où ça a changé, c'est dernièrement, et c'est là où Catherine savait plus trop, mais depuis le 1er janvier 2017, on est passé en communauté d'agglomération de Haguenau, et concrètement, on a fusionné 4 communautés de communes entre elles. C'est-à-dire que la communauté de communes de la région de Haguenau, la communauté de communes de Brumat, de Bichulaire et de Val-de-Moder. Donc il y a 4 communautés de communes qui se sont mises ensemble, parce qu'aujourd'hui, on a du poids territorialement parlant quand on est nombreux. Et pour faire un peu la balance avec l'Eurométropole, qui a quand même un poids non négligeable, si on veut, vis-à-vis par exemple de l'État, de Paris, de autres, dire attendez, nous aussi on existe, le meilleur moyen c'est de se mettre ensemble. Donc cette communauté d'agglomération a été créée au 1er janvier et du coup mon poste a encore évolué, puisque maintenant c'est un poste qui a été un peu créé, qui n'existait pas, hein, et j'ai participé à sa création. C'est un poste d'architecte conseil alors cette communauté d'agglomération comporte 36 communes. Alors des communes structurées avec des services comme la ville de Haguenau, la ville de Chouaïgouz, la ville de Brumat, bien sûr. Ces gens-là, ils ne découvrent pas le fonctionnement de la maîtrise d'ouvrage et tout ça. Mais dans ces communes, il y a aussi des patelins à 500 habitants. Le maire, il est banquier, agriculteur, machin. Les pompiers lui disent, votre salle de sport, là, elle est plus conforme, il va falloir faire quelque chose. Monsieur le maire, ils lui écrivent, l'autre il balise, il ne sait pas quoi faire, etc. Je suis là. Alors je le faisais déjà de manière non officielle avant. Là maintenant ça a été officialisé. Le fait de pouvoir apporter un conseil, une procédure, une méthodologie sur la résolution d'un problème ou éventuellement sur des questions que se poseraient les élus. Alors c'est à l'attention des élus, des 36 communes. Hein. Je suis pas là déjà pour bouffer le boulot du CAUE. Claire, vous avez vu hier, enfin toi tu les as vus, je ne sais pas si les autres l'ont vu, le CAUE, eux ils ont quand même une mission de conseil auprès des élus mais aussi de la population, enfin ils sont là un peu pour tout le monde, à l'échelle du département. Moi c'est plus un architecte conseil de proximité, c'est-à-dire que les élus, déjà clairement, ils peuvent venir même avec des idées farfelues ou pas, et ils savent qu'il y a un répondant tout de suite, quitte à ce que moi je leur dise ensuite d'aller voir le CAUE ou d'autres prestataires qui peuvent répondre de manière plus poussée à leurs questions, à leurs problématiques. Mais en tout cas, je peux être l'initiateur ou en tout cas le déclencheur de certaines procédures. Un exemple, hein, avant de venir là ce matin à l'école, j'étais à la mairie de Chouaïgouz-sur-Moder qui vient de passer un contrat avec un architecte, François Lierman d'ailleurs, je crois que il vient aussi François, ouais. Donc ils viennent de passer un contrat avec l'architecte François Lierman pour l'amélioration énergétique de leur mairie.
Voilà, ça c'est l'objectif. Mais la ville de Choix-et-Gouze, j'étais en réunion ce matin, il y avait le directeur général des services, c'est un administratif, il y avait le directeur, le responsable des ateliers municipaux, c'est un technique, mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas la compétence architecture en interne et ils ne voudraient pas non plus, pas se faire avoir, mais ils veulent quand même avoir dans leur équipe quelqu'un qui puisse juger des prestations, des propositions faites par l'architecte. Donc, je suis intégré à cette réflexion. Et ce matin, on avait la réunion de démarrage pour fixer des objectifs, un peu cadrer tout ça, les délais, les coûts. De toute façon, pour un politique, hein, c'est combien ça coûte et vous l'avez fini quand. C'est les principales questions qui se posent. Donc voilà, le boulot aujourd'hui, c'est plus architecte conseil. Mais, comme je l'ai dit avant, j'ai quand même garder cette casquette maître d'ouvrage. Alors le maître d'ouvrage, hein, ça a été dit à un moment donné, c'est le client. Le maître d'œuvre, c'est celui qui conçoit, qui va suivre le chantier, qui va à toutes les étapes, hein, de consultation d'entreprise, etc. Ça, c'est le maître d'œuvre. C'est mieux quand c'est un architecte, mais c'est pas toujours malheureusement obligatoire. C'est obligatoire quand il y a un permis de construire, en fait. Hein. C'est ce que je disais avant, il faut être inscrit à l'ordre, c'est pour signer les permis. Mais les vrais permis dont on est concepteur, hein, ça aussi, c'est un petit aparté. Pas les permis de complaisance, hein, pas j'ai dessiné un projet, là, tu peux juste me le signer. Il y en a qui vivent de ça, hein, donc il faut le savoir. Mais nous, on les chasse. Et quand on les attrape, ils pleurent. Et donc voilà, la maîtrise d'ouvrage, c'est monter des opérations. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai au début postulé pour cet emploi et que finalement, 25 ans après, j'y suis encore. Parce que je me souviens encore de mon entretien d'embauche avec le maire de l'époque. On était en tête-à-tête dans son bureau et je lui disais non mais je suis inscrit aussi en libéral parce que j'ai pu garder mon inscription en libéral. Ça c'est un cas particulier. Je suis fonctionnaire. C'est vrai que je suis passé rapidement sur ces étapes-là, mais j'ai passé un concours pour être ingénieur subdivisionnaire et maintenant je suis ingénieur principal. Ça c'est des concours de la fonction publique territoriale des cadres A. Mais je peux être fonctionnaire et je peux exercer le métier d'architecte parce que c'est une profession artistique. C'est considéré comme... mais c'est vrai, hein, l'architecture c'est de l'art. Donc j'ai le droit de cumuler. Alors, il y a 3 conditions que je dois remplir tout de même. C'est d'une part ne pas gagner plus en libéral qu'en tant que fonctionnaire. Alors c'est déjà mal payé en fonctionnaire, mais libéral c'est pire. Non mais en même temps je fais... 1-2 projets par an, et encore, je fais des extensions, voire le dernier projet en date, c'est l'aménagement d'un comble pour des amis, donc c'est pas non plus, je n'ai pas encore construit le super bâtiment à 3 millions d'euros, donc pas gagner plus en tant que libéral qu'en tant que fonctionnaire, ne pas utiliser les moyens que j'ai en tant que fonctionnaire. Par exemple, j'ai un dessinateur, je ne vais pas dire au dessinateur, tiens, j'ai une petite maison individuelle à dessiner, tu me le fais, ça interdit, pas le droit d'utiliser, par exemple, à titre libéral, j'utilise mon petit portable avec SketchUp, alors qu'au boulot, on avait Archicad, on a pu, mais on a Autodesk, donc on a quand même du matos, mais je m'interdis d'utiliser le matériel que j'ai pas payé pour mon activité libérale. Voilà. C'est des exemples concrets. Et la 3e condition, c'est les géographiques. Je ne peux pas faire de projet à titre libéral sur le territoire où j'ai compétence. Alors essentiellement la ville de Haguenau. Après, c'est un peu comme le CAUE, les architectes conseillers du CAUE ne peuvent pas exercer à titre libéral sur le territoire où ils ont compétence, théoriquement. Donc voilà, à part ces 3 conditions, le comble, c'est à Lampertheim. J'ai déjà fait quoi? J'ai fait des extensions de maison à Lingolsheim, des trucs comme ça. Donc voilà, je fais pas de projet sur Haguenau pour pas justement avoir ce... Bien qu'il n'y a pas forcément... Je suis pas jugé parti, puisque si je faisais un projet sur Haguenau, c'est pas moi qui le jugerais. Mais au moins les choses sont claires. Donc je suis l'avantage d'être ce qui m'a attiré dans ce boulot, donc je disais avec le maire de l'époque, je disais mais c'est un tremplin quoi, je veux dire c'est un peu pour me faire la main sur la maîtrise d'ouvrage machin, et puis après je partirai de mes propres ailes en libéral, je ferai plus que ça quoi. 25 ans après j'y suis toujours, mais parce que c'est passionnant. Alors on peut dire oui fonctionnaire machin, alors je suis pas le fonctionnaire. La mauvaise image du fonctionnaire qui malheureusement existe
Mais il faut quand même les chercher, les mecs qui glandent et qui foutent rien, parce que quand on voit les infirmières, les pompiers, les policiers, enfin en plus en ce moment, c'est quand même pas depuis 2 ans, c'est un peu galère pour tout le monde. Il y a des vrais fonctionnaires qui bossent, et j'en connais, et je peux vous en citer des listes entières. Donc c'est pas le côté rassurant de l'emploi qui est, parce qu'on a aussi nos contraintes et on a aussi nos... ça c'est pas toujours rigolo tous les jours. Non, mais c'est plus le côté justement... bien sûr, architecte conseil, ce que je fais maintenant depuis pas très longtemps, de manière officielle, mais surtout la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, elle consiste en quoi? C'est les élus, qui sont les décideurs et qui sont souvent à l'initiative des projets, ont une idée. Ben, la première chose à faire, c'est une étude de faisabilité. Encore récemment, on m'a dit, tiens, la maison des sports de Haguenau, si un jour on voulait l'agrandir, parce qu'on va faire un aménagement urbain à côté, il faut se laisser de la place. On me demande à moi combien il faut laisser si on veut agrandir un jour la maison des sports. Ben voilà, ben je fais une étude de faisabilité, les contraintes urbaines. Je dis ben voilà, il faut se laisser une percée urbaine sur un bâtiment qui est de l'autre côté, qui est notre centre aquatique Nautiland. Il faut éventuellement en profiter pour régler des problèmes de cette maison des sports en déplaçant l'entrée, en la mettant dans une centralité urbaine plus intéressante du point de vue fonctionnel et du point de vue lisibilité des espaces. Enfin, là, l'architecte, il intervient. On me donne 15 jours pour faire cette étude, je la présente. Voilà. Aujourd'hui, on sait, si on veut faire une extension, parce que c'est pas sûr qu'on la fasse un jour, mais si on veut en faire une, il faut laisser cette place-là. Et donc, les gens qui vont faire l'aménagement urbain, bah, en attendant, ils vont quand même mettre quelque chose, ils ne vont pas laisser Aujourd'hui, c'est un bâtiment qu'on a démoli, donc ils ne vont pas laisser comme ça un champ de bataille, mais ils vont peut-être mettre une pelouse, un truc qui peut facilement être réversible. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre des aménagements chers et pérennes sur un truc où peut-être dans 5 ans, on aura construit une extension. Voilà, ça c'est typiquement le genre de... On a une idée... Et l'architecte, il est là pour... et clairement, c'est un boulot d'architecte. Enfin, je veux dire, à la mairie, personne ne se sent d'attaque ou capable ou n'a les compétences pour ça, quoi. Je veux dire, on a des aménageurs, on a des urbanistes, mais l'urbaniste, il va peut-être effectivement avoir son point de vue urbain, mais dès qu'on va parler d'agrandir la maison des sports, qui est un ERP avec des contraintes, etc., il n'aura pas les compétences pour ça. Donc c'est vraiment important d'avoir cette formation d'architecte est reconnue au sein des élus et puis bon, au bout de 25 ans ils me font confiance parce qu'ils ont bien vu quand même que je racontais pas que des conneries, qu'à un moment donné il y avait une certaine crédibilité et ben voilà, on me demande cette étude, je la sors et puis ils en tiennent compte, voilà. On a demandé à l'archi, il nous a dit ça, ben on va faire comme ça, quoi. Donc ça, c'est vraiment la petite question de base à laquelle je réponds en 15 jours. Et après, il y a tout ce qui est montage d'opération. Il y a un besoin qui est exprimé, les élus décident de construire une nouvelle école dans un quartier. Bah, c'est déjà trouver le site, dimensionner les choses. Alors moi je ne vais pas dire combien il faut accueillir d'élèves dans l'école. Ça, c'est pas de mon ressort. Ça, on a un service, enfin une direction de l'éducation qui va dire dans ce quartier, dans 10 ans, il y aura 200 gamins, 50 gamins. Enfin, c'est eux qui gèrent ça à l'échelle de la ville. Moi, je n'ai pas les éléments pour... Par contre, on va me dire là, il faut une école où on puisse accueillir dans 3 ans 100 gamins. Donc là, moi, je bosse, je fais une étude de faisabilité, je cherche un site capable d'accueillir cette école, je la dimensionne, je donne un préchiffrage, je donne des délais, etc. Et là, en fait, le pouvoir décisionnel dans une collectivité, quelle qu'elle soit, que ce soit la ville, la communauté de communes, que ce soit le département, la région, etc., le pouvoir décisionnel, c'est toujours les élus. Hein. C'est les élus qui décident, mais sur la base de travaux faits par les fonctionnaires. C'est-à-dire que nous, on leur donne des billes. Donc la direction de l'éducation dit, voilà, là, il y aura 100 gamins dans ce quartier. Moi, je leur dis, bah, pour 100 gamins, il faut une école comme ça. Enfin, comme ça. Je dimensionne, hein, je dis en surface, en coût, il faudra à peu près, une fois que vous aurez dit oui, bah vous aurez l'école 3 ans après, c'est le genre de choses, de dossiers que je monte. Et là, ça cogite. Et éventuellement, on se dit, mais on dit 100 gamins dans... Est-ce que c'est tout de suite 100 gamins ou est-ce que c'est peut-être au départ 60 et on fait une école extensible à 100 gamins ? Pour pas tout de suite tout dépenser, parce qu'on dépense de l'argent public. Donc c'est ce qu'on a fait, on a un chantier qui a démarré il y a 1 mois, à Choix-Égouz, où on a fait une école, on va construire, c'est Michel Girol, l'architecte, on construit une école de 7 classes, mais on a demandé au moment du programme qu'il y ait possibilité un jour de rajouter 2 classes.
Donc dans le projet, il y a déjà 2 classes en plus qui sont dessinées mais pas construites. Mais elles sont prévues du point de vue volumétrique, physique, on sait où on les mettra, mais aussi du point de vue technique. Il y aura déjà des réseaux en attente. Le jour où on construit ces 2 classes, elles ne vont pas coûter aussi cher proportionnellement aux autres, parce qu'on aura déjà, il n'y aura plus qu'à faire les fondations, les murs, les 2 niveaux de classe, et on aura déjà le raccordement, un morceau de façade, on enlève, on a la porte d'entrée dans la salle de classe. Enfin, tout ça, c'est déjà anticipé. Parce que là, on s'est dit, on n'a pas besoin tout de suite de 9 classes, mais on risque dans 5 ou 10 ans d'avoir besoin de 2 classes en plus. Eh ben, elles seront là. Et si on n'en a pas besoin, eh ben, c'est pas grave, on ne les aura pas faites. Donc ça n'aura pas été perdu. Donc il y a ces études de faisabilité qu'on donne aux élus. Les élus se décident. Et là, une fois qu'ils disent oui, on y va, on fonce. Et là, donc mon boulot, c'est un peu un boulot de chef d'orchestre. C'est-à-dire trouver les bons prestataires pour chaque partie de l'opération. Donc ça commence par... donc moi j'ai déjà fait les études préalables, donc on sait déjà où on se met, etc. Mais après il faut un vrai programme. Alors, fut un temps je les faisais moi-même les programmes, mais on s'est rendu compte aussi, d'une part par la charge de travail et d'autre part par la crainte que ce soit mal perçu du point de vue neutralité. Parce que, quand moi je dis... à une directrice d'école, mais attendez, votre école, on ne peut pas faire ça, Ils me disent, ouais, mais vous êtes de la ville, vous ne voulez pas faire ça. C'est pas vous ne pouvez pas, c'est que vous ne voulez pas. Mais quand c'est quelqu'un d'extérieur, qui n'a rien à voir, qui n'a aucun intérêt à défendre au sein de la ville, qui dit la même chose, ça passe souvent mieux. Donc d'avoir des prestataires extérieurs, par exemple, ne serait-ce que pour le programme, qui est le début de l'opération, on a pris cette habitude-là. Donc mon boulot, c'est de monter un cahier des charges, de consulter, de trouver le bon programmiste, de travailler avec lui ensuite, d'échanger. Donc là déjà, il y a de la part des programmistes, ils apprécient souvent de travailler avec un architecte, parce que chez les programmistes, il y a aussi souvent, c'est aussi un métier que l'architecte peut exercer, hein, c'est programmiste. Hein, donc moi, ça m'est arrivé de travailler avec des diplômés en architecture au sein des programmistes, et donc d'avoir un échange entre architectes. Parce que ça c'est bien aussi, on a un langage, quoi, on se comprend. Parce que quand un architecte doit défendre son projet ou n'importe quoi devant un financier, l'autre il voit les prix, quoi. Et t'as beau lui dire que des fois, mais attendez, si on met 50 000 € de plus, vous avez une toiture qui va durer 20 ans de plus, l'autre il s'en fout, il dit non mais j'ai pas 50 000. Il va pas se poser la question, il s'en fout, quitte à refaire sa toiture il dit à la limite je suis plus là moi dans 10 ans, donc c'est pas mon problème. Mais voilà, avec un archi, ça peut justement peut-être être mieux compris, en tout cas on n'est pas toujours d'accord, mais on a au moins le même langage. Ça c'est déjà appréciable. Donc ça se passe déjà comme ça avec le programmiste. Après, une fois qu'on a le programme, la plupart du temps, c'est un concours d'architecture. Donc là aussi, ça s'organise, c'est analyse des dossiers de candidature. On en retient en général 3, donc 3 projets. Organiser les réunions avec les 3 candidats, répondre aux questions qui se posent tout au long de l'élaboration du projet, des esquisses. Et une fois que les esquisses sont rendues, analyser les projets. Alors, pas toujours tout seul, parce que quand on construit, c'est pour des directions utilisatrices. Donc quand j'analyse par exemple le projet d'une école, la direction de l'éducation voit aussi le projet, mais avec son œil, c'est-à-dire de futur responsable des utilisateurs. Alors que moi je le vois avec mon œil d'architecte et puis de gestionnaire de patrimoine que je ne fais plus, mais j'ai quand même ce réflexe. Ok, la machine, c'est bien de la mettre dans le plafond, mais le jour où je dois changer le filtre, comment j'y vais, quoi. C'est des trucs très cons, mais voilà. Chacun a son regard, on cumule les remarques, on les synthétise et on choisit le meilleur projet. Donc ça c'est le concours. Et après on rentre dans des phases d'études et et une fois que les études sont achevées, c'est le chantier. Et là moi je reste toujours en l'interface, l'interlocuteur, on va dire, à la fois pour la maîtrise d'œuvre, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est souvent un architecte, des bureaux d'études et les entreprises. Tout en ne m'immisçant pas dans la gestion des entreprises. Moi, je ne suis pas maître d'œuvre, je suis maître d'ouvrage. Donc moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux entreprises. Bien sûr, en tant qu'architecte, sachant, si je vois une connerie sur le chantier, je ne peux pas la boucler. Je veux dire, je vois le truc, mais je dirai pas à l'entreprise, et là, vous me refaites ça, ça ne va pas. Je préviens l'architecte, écoute, j'ai vu un truc, là, je pense qu'ils sont en train de faire une connerie. Voilà, c'est à lui d'intervenir, quitte à ce que je lui envoie une photo, mais il ne faut surtout pas s'immiscer
dans la gestion, dans la direction des entreprises, ça c'est vraiment du ressort du maître d'œuvre, donc de l'architecte et de son équipe. Si le maître d'ouvrage se mêle à ça, le jour où il y a un problème, on dit mais attendez, c'est vous qui avez donné l'ordre de déplacer la fondation ou de creuser plus, ça a généré un surcoût de fond de béton, etc. Moi je ne donne pas d'ordre, par contre je surveille, je constate, et je suis l'interlocuteur. Je veux dire, sur ce chantier dont je viens de parler qui a démarré il y a un mois, on a découvert qu'il y avait une erreur dans le relevé de géomètre. C'est con de découvrir ça, mais on le découvre au démarrage du chantier. Bon, une erreur qui nous est finalement favorable. La cour sera plus grande de 80 cm. N'empêche qu'il a fallu légèrement modifier le projet. Qui est-ce qui valide le projet modifié? C'est moi. Je ne vais pas retourner auprès du président de la communauté d'agglomération pour dire Monsieur le Président, ça coûte rien de le modifier. Ça a juste une incidence géométrique, on va dire, mais ça n'a rien changé sur le projet. Ça, je le vérifie. Je vois qu'on a les mêmes prestations, simplement ça a une forme un peu différente. On valide et puis on y va, quoi. Voilà, ça fait partie de mon boulot. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a intéressé dans ce métier de maître d'ouvrage. Et c'est pour ça que 25 ans après, je suis encore à faire de la maîtrise d'ouvrage à la ville de Haguenau et sur tout le territoire, parce que le projet là dont je parle, il est à Choix-Aigues, il n'est pas à Haguenau, c'est sur Choix-Aigues sur Moderne. En plus, c'est un projet un peu complexe parce que j'ai parlé d'école et d'accueil périscolaire. En fait, l'école est payée par la ville et l'accueil périscolaire est payé par la communauté d'Agglo. Parce que chacun a ses compétences. Donc, mais bon, voilà, tout ça. Il y a un chef d'orchestre, ça passe par moi. Par contre, les décisions qui génèrent des modifications de délai ou des surcoûts, je ne les prends pas seul. Je dis, moi, là, je dois référer à un élu. On a, à un moment donné, au moment des études, l'architecte avait proposé une solution qui, justement, moi, me semblait très intéressante, mais qui coûtait 6 000 € de plus. C'est pas moi qui décide, ouais, on y va pour 6 000 €. Non. J'ai expliqué, j'ai étayé, j'ai écrit à l'élu en charge des travaux pourquoi l'intérêt de faire ça, etc. Concrètement, c'était pour économiser plus tard, c'était sur du terrassement et on économisait sur les fondations. Donc le mec, il a dit oui, quoi. Et voilà. Il a dit, je note qu'on aura des économies sur les fondations. Il l'a noté, mais j'avais raison, puisque au niveau des fondations, on a payé moins cher. Enfin, au niveau de la consultation des entreprises. Donc voilà, c'est une gestion, il y a des responsabilités, hein, mais le fait de faire ça en tant qu'archi, j'y vois un intérêt aussi, c'est que déjà on est impliqué dans les études de faisabilité et autres très en amont. Parce que l'archi privé qui prend un projet, lui, il découvre le projet au moment du programme du concours d'archi. Je veux dire, il ne sait pas tout ce qui s'est dit avant, il ne sait pas tout ce qui a été étudié. Là, l'école dont je vous parle, on avait à un moment donné 3 sites différents possibles. Pour savoir quel était le meilleur site, on a fait des simulations, déjà, bien sûr, d'emprise du bâtiment, mais le bâtiment rentrait sur les 3 sites. Bâtiment on n'avait pas le projet encore, puisqu'on n'avait pas fait le concours, mais on savait à peu près l'emprise qu'il aurait. On savait qu'on faisait un truc sur 2 étages. Donc on savait la place qu'il nous fallait pour poser ce bâtiment. Ça rentrait sur les 3 sites, mais en fait, il y en a 2 au niveau accès. Flux des parents le matin qui déposent les gamins, c'est une école maternelle. Donc l'école maternelle, on est obligé d'emmener le gamin dans l'école. On ne peut pas dire au gamin devant la porte, tu ouvres la porte, tu sors, tu n'as pas le droit. Après, il y en a qui le font, mais en dessous de 6 ans, on n'a pas le droit de laisser un gamin seul sur le domaine public. Donc on doit le remettre à une responsable de l'école. Donc on doit garer sa voiture, on doit sortir de la voiture, on doit emmener le gamin. Donc, et tout le monde vient quasiment à la même heure. Donc il faut pouvoir accueillir toutes ces bagnoles, etc. Sur les 3 sites, il y en a 2 où c'était pas envisageable. C'était trop petites rues, c'était compliqué, et pas moyen de faire de stationnement supplémentaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'un des sites tout de suite est sorti, et il s'avère qu'en plus c'est un site où il y a déjà une école élémentaire, donc c'était plus cohérent. Mais on a quand même étudié d'autres, on s'est dit on sait jamais, il y a peut-être mieux, mais non, il n'y a pas mieux. Donc c'est vrai que le fait de travailler sur ces projets très en amont, et ensuite, bien sûr, toute l'opération que je fais avec l'architecte, ça reste. Et puis, une fois que le bâtiment est livré, moi je le vois, quoi. Moi, il y a des bâtiments, quand j'ai commencé, le premier gros bâtiment que j'ai livré, c'était en 94. Donc, c'était encore Jacques Mézot à l'époque qui avait fait ça, c'était l'agence DEC Mézot Tarieux. C'est un groupe scolaire, une école maternelle, une école élémentaire, un gymnase et un logement de concierge.
je suis encore passé devant ce matin. Voilà, je vois comment ça. Je fais l'acquisition d'expérience aussi en voyant comment ça vieillit, quoi. Certaines solutions techniques, et là, en l'occurrence, il vieillit super bien ce bâtiment, quoi. Donc, il a plus de 20 ans et bien sûr, les peintures sont un peu délavées, machin, mais globalement, il vit bien. Il n'y a pas eu de gros couacs sur ce bâtiment. Donc voilà, ça c'est vraiment le fait d'être du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est de voir ces opérations très en amont, de faire plein d'études de faisabilité. Il m'arrive de dessiner des bâtiments. Des fois, pour convaincre les élus qu'une école rentre sur ce terrain, je dessine une école. C'est genre ce que vous faites en esquisse pendant 4 ou 8 heures, une esquisse, quoi. Hein, c'est juste pour montrer que volumétriquement, ça pourrait être ça. Le dernier projet où j'avais fait ça, c'était une garderie préscolaire, une cantine. Sur un terrain assez étroit dans Haguenau, en plein cœur urbain. Les élus n'étaient pas convaincus que le programme rentrait. Je leur ai dessiné une école, une garderie et une cantine. Je leur ai fait un projet. Je dis voilà, ça pourrait être ça. Elle dit ah ouais, c'est vrai que ça rentre, il y a encore de l'espace à côté pour une liaison piéton-cycliste. On y va. Bien sûr, le projet qu'on a retenu nous après concours ne ressemble absolument pas à ce que j'ai dessiné. Mais il y avait au moins une solution possible, c'était celle que j'avais dessinée. Donc on peut aller jusqu'à produire du projet. Alors, j'ai une spécificité, et ce que disait Catherine effectivement sur la fonction publique, on n'est pas obligé d'être inscrit à l'ordre. Mais il s'avère que moi, je signe aussi des permis pour la ville de Haguenau. C'est-à-dire que je suis architecte au sein de la ville de Haguenau et de la communauté d'agglomération de Haguenau, mais avec la particularité de signer des permis. Il m'arrive de faire des projets. Comme je l'ai dit avant, on signe le permis quand on fait le projet, hein. C'est pas de la signature de complaisance. Alors les projets que je fais maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai dessiné récemment, une extension. Il y avait quoi ? Il y avait des vestiaires pour des agents municipaux. Il y avait une extension, un sas d'entrée pour des bureaux. Alors c'est des tout petits projets. C'est des fois pas grand-chose. Mais en attendant, moi je trouve ça déjà pertinent de faire appel à un architecte même pour ça. Je crois que le plus petit projet que j'ai dessiné, c'était des chiottes dans une école, mais dans un couloir, quoi. C'est tout con, mais... Et une fois que j'ai réalisé le truc, tout le monde me disait « Ah mais c'est génial, quoi ». Les gens, au début, ils n'imaginaient pas comment on pouvait mettre... C'était un couloir, une vieille école, donc un couloir très large, et il leur manquait un sanitaire pour les profs à l'étage. Je dis « Je vais vous étudier ça », je leur ai fait une proposition, ça a été réalisé. Et une fois que c'était fait, c'est « Ah bah ouais ». Alors qu'au début, personne n'imaginait « Mais non, mais comment on ne peut pas mettre un toilette ici, c'est pas possible ». Et j'avais une fois dessiné aussi un petit local pour les femmes de service, qui voulaient y laisser leurs affaires, etc. Parce qu'elles laissaient toujours leur chariot dans un coin du couloir. Enfin, c'était un élargissement du couloir, mais là où les gamins y passaient toute la journée, il y avait le chariot ménage avec les produits. J'ai dit, on ne peut pas laisser ça. Et on n'avait pas d'endroit pour mettre ce chariot. Je dis, bon, on va faire un local pour le mettre dedans. Donc, je me suis un peu fait plaisir avec des parois de biais, des machins en bois, une porte coulissante. Bon, au début, les gens étaient un peu surpris, mais ça passe très bien, quoi. C'est une intervention d'architecte. Là, évidemment, il ne faut pas être inscrit à l'ordre pour faire ça. Il n'y a pas eu de permis de construire. Mais n'empêche que le fait de faire aussi ces petits projets, ça me permet d'une part aussi d'être dans la conception, dans la création. La création n'est pas exclue de ce métier de maître d'ouvrage. C'est ce que je veux aussi vous faire passer comme message. C'est pas parce que je suis maître d'ouvrage que je ne fais que de la paperasse. J'ai aussi la simulation d'extension de la maison des sports où il fallait que je dise quelle est la place qu'il faudrait laisser. Je suis allé jusqu'à dessiner un volume. Alors, très simple, je l'ai fait à main levée sur du calque, hein. Mais n'empêche que quand je l'ai montré, ok, les gens ont tout de suite compris, d'accord, c'est la même hauteur que ce qui existe, on s'aligne avec là, machin. J'ai pris une photo, j'ai mis un calque dessus, j'ai dessiné une perce. Hein. C'est pas beaucoup. On fait ça très bien. Je pense que vous sur SketchUp, vous allez plus vite que moi à la main. Mais j'utilise des fois SketchUp aussi. Mais moi j'ai le coup de crayon, j'ai machin truc. Ah ouais, ok, c'est bon, c'est ça. Donc le côté créatif, le côté conception n'est pas exclu de la maîtrise d'ouvrage. Ça c'est important. Donc voilà. Alors, tout au début, et ça c'était un peu l'idée de la ville de Haguenau, j'ai quand même dessiné des bâtiments un peu plus importants que ça, hein, entre autres
une école maternelle avec une garderie, une bibliothèque, etc. Enfin, il y a plus de 2000 m². C'était mon premier projet. Quand j'ai commencé, donc ça a été aussi livré en 94. J'ai dessiné une salle polyvalente à Marienthal. J'ai dessiné des extensions de bâtiments assez importantes, hein, de l'ordre de 500 000 m². Mais ça, on a plutôt tendance, déjà par manque de compétences en interne, parce que, ok, l'architecte il est peut-être là, mais après, théoriquement, il faudrait aussi un ingénieur structure, un ingénieur fluide, un ingénieur... mais ça, et c'est pas bon de tout faire en interne. Donc d'ailleurs, nous, à l'Ordre, on se bat contre ça, parce qu'il faut laisser la pluralité, la possibilité de faire appel à différentes sensibilités architecturales, mais si c'est tout le temps l'architecte de la ville qui va faire tous les projets de la ville, à la fin, ça va... Je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Donc on a baissé, je dirais, dans ce type de prestations. Je ne dessine plus de gros projets qui sont réalisés, sauf en étude de faisabilité, mais là, ce n'est pas pour qu'ils soient réalisés. Mais ça m'a quand même donné une certaine expérience à l'époque. Donc ça, c'est le côté maître d'ouvrage qui est quand même le cœur de mon métier, et d'avoir fait de la maîtrise d'ouvrage, d'en faire encore un peu. Alors c'est un peu baissé, hein. Je dis, actuellement j'ai un projet, hein. Après j'ai beaucoup d'études de faisabilité, mais d'avoir fait de cette vraie maîtrise d'ouvrage avec des vrais bâtiments qu'on construit vraiment, bah forcément quand on me demande mon avis sur la faisabilité d'un truc, je peux tout de suite dire, attendez, là on rêve. Quand le mec il vous dit, voilà, moi je veux agrandir ma salle polyvalente, je voudrais rajouter 500 mètres carrés, et j'ai, je sais pas moi, j'ai 500 000 euros, non, ça n'ira pas. Et après les gens, alors ça c'est marrant parce qu'avec les élus c'est des gens comme vous et moi, ils sont, je l'ai dit avant, banquiers, agriculteurs. Combien de fois ils m'ont dit, non mais attendez, moi cet été j'ai fait des travaux chez moi, ça n'a pas coûté aussi cher. Je dis, ah oui, mais chez vous c'est votre maison, avec 3 briques et un peu de béton, votre extension vous l'avez. Nous on fait des ERP avec des contraintes, avec des au niveau technique et au niveau sécurité incendie, accessibilité, etc., il y a des contraintes qui ont un coût. Et on ne peut pas sortir un bâtiment comme ça, quoi. Il y a des coûts, on ne peut pas avoir les mêmes coûts que vous à la maison lorsque vous faites une petite extension ou une petite cabane de jardin. On n'est pas du tout dans le même registre. Donc il faut juste arriver à leur faire comprendre ça. Et bon, j'ai toujours réussi, quoi. Je veux dire, en termes de budget, j'ai jamais été mis devant un mur en disant il vous faut 1 million, on vous en donne 700 000 et démerdez-vous, quoi. Et à juste titre. Parce que là, je peux leur donner des exemples de choses qui ont été faites au rabais, mais peut-être même avant que j'arrive, en leur disant, écoutez, si vous voulez que 10 ans après, on recommence tout à zéro, oui, on peut faire ça, on fait 700 000 et on fait un truc au rabais. Mais dans 10 ans, on recommence. Donc, et avec 25 ans d'expérience, je peux leur montrer qu'il y a des bâtiments qu'on a construits au début, qui sont encore là et qui sont en bon état. Donc c'est un peu ça aussi, d'arriver à... Cette expérience permet de vendre certaines choses, quoi. C'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un mode d'exercice qui est très plaisant et qui de surcroît est très varié. Je veux dire, à chaque fois que je commence un nouveau projet, la méthode je l'ai. La méthode, je la réinvente pas. Je l'améliore à chaque fois, mais je la réinvente pas. Par contre, chaque projet est différent. Chaque approche, chaque problématique est différente. Bien sûr, on retrouve, quand je consulte pour un coordinateur sécurité, je reprends une ancienne consultation, je modifie le cahier des charges et je lance. Je ne vais pas réinventer la roue à chaque fois. Et cette expérience me permet aussi de ne rien oublier, de penser vraiment à tous les éléments de l'opération. Mais c'est vrai que une fois c'est une école, une fois c'est un gymnase. J'ai aussi participé à, c'est un des projets les plus emblématiques, la rénovation et l'extension du théâtre de Haguenau. Ça, c'était un projet magnifique, quoi. C'était d'ailleurs, tout le monde a aujourd'hui, quand on voit le théâtre de Haguenau, on n'imagine pas qu'il y a une partie qui a plus de 150 ans et une partie qui a je sais pas, maintenant l'extension ça date de 2005 je crois, donc qui a un peu plus de 10 ans, quoi. Parce que c'est tellement bien fait ce projet. Alors, j'en suis pas l'auteur. J'ai été le chef d'orchestre de l'ensemble de l'opération. Mais je ne revendique pas la paternité architecturale du projet. N'empêche que, lors de discussions avec l'architecte, entre autres, si aujourd'hui à l'intérieur on voit encore l'ancienne façade, puisque ça a été mis en extension, on voit l'ancienne façade et toutes les moulures, etc., là j'y suis pour quelque chose, parce que l'archi voulait mettre du plâtre devant tout ça.
Je dis, attendez, on va l'avoir hauteur des yeux. Un truc qui était avant, on avait un parking, on voyait les sculptures au niveau des linteaux des fenêtres qui étaient au 2e étage, on les voyait de loin. Là, on les a sous le nez. Ça serait dommage de tout cacher. Alors, ça les a un peu fait chier parce que du coup, il a fallu contourner tous les éléments au niveau de la dalle. Mais peu importe, aujourd'hui, on a un résultat et tout le monde en est ravi. Et ça, c'est effectivement mon intervention qui a fait qu'on a pu conserver ça. Parce que je suis dans le projet aussi, même si je ne suis pas l'auteur du projet. L'objectif pour moi, c'est de défendre les intérêts de la maîtrise d'ouvrage. Hein, donc, moi, je représente le maire ou le président de la communauté d'agglomération dans mes chantiers, dans mes projets. Moi, je défends les intérêts avant tout. Même si je travaille avec des confrères, qu'on se tutoie, qu'on se connaît depuis longtemps, moi, il m'est arrivé de dire à des confrères, ben non, cette note d'honoraire, je ne la payerai pas encore. Parce que tu n'as pas fini ton boulot, parce que c'est pas satisfaisant, parce que, voilà, c'est... mon employeur, moi je suis là pour défendre mon employeur qui est le maître d'ouvrage. Après, il y a évidemment, comme je disais avant, d'avoir le même vocabulaire que les architectes permet aussi de faire passer des choses. Sur le théâtre dont je viens de parler, à un moment donné, pendant les études, j'ai réussi à faire augmenter le budget d'1 million d'euros. Parce que les archis ont proposé un truc au niveau de la toiture qui n'était pas prévu au départ, mais qui nous évitait de revenir sur la toiture maintenant, 10 ans après. Donc, et c'était argumenté, j'y ai ramené une couche, je suis allé auprès des élus, j'ai dit écoutez, ok, on y va. Voilà. Faites défendre ça par un responsable financier ou un, je sais pas moi, il y a d'autres métiers qui peuvent être en lien direct avec l'architecte. Le gars, à la limite, comme je l'ai dit avant, il s'en fout, quoi. C'est pas son problème. On lui a fixé un objectif de budget, c'est ce budget, point final. Même si c'est mieux pour... alors qu'en réfléchissant, ce million, il aurait peut-être, 10 ans après, ça aurait peut-être coûté 1,5 million, voire 2 millions. Donc de le faire tout de suite, finalement, on a fait des économies. Par contre, il faut sortir le fric tout de suite. Bon, ça c'est après une gestion budgétaire. Ben, je pense que j'ai fait à peu près le tour de... Je ne vais pas rentrer dans les détails de la gestion de patrimoine, c'est aussi quelque chose que je ne fais plus maintenant. Enfin, j'ai encore des interventions très ponctuelles, mais je ne fais plus de manière continue. Ça aussi c'est très formateur. Quand vous voyez ce qui a été conçu à un moment donné et les problèmes qui peuvent en découler. L'exemple que je citais, la machinerie dans le plafond à laquelle j'accède pas au filtre, c'est du vécu. Dans un bâtiment, 2 ans après sa livraison. Là, on avait merdé, quoi. Bah, l'archi aussi. Mais il l'a reconnu, hein, donc on a fait apporter des transformations. Mais ça ne m'arrivera plus. Je veux dire, c'est clair que ça m'est arrivé une fois. C'est genre le truc, après on y pense. Ou les clapets coupe-feu. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un clapet coupe-feu, hein, quand les franchissements de dalles, ou le machin qui doit se fermer automatiquement quand il y a le feu. Donc on est obligé de faire des tests de ces clapets. Donc des fois, on déclenche, sans qu'il y ait le feu, on déclenche les fermetures de tous les clapets pour vérifier qu'ils se ferment tous. D'accord. Après, il faut les rouvrir. Et il y en a certains, on en avait un dans un gymnase, pour ouvrir le clapet, mais il fallait presque que ce soit un enfant qui aille sous la conduite avec un tournevis. On a dû faire modifier tourner le clapet. On n'y arrivait pas. On s'est dit, mais comment le mec a pu installer un clapet où on n'accédait plus? Après, on a compris. Ils avaient fait toute installation aérolique, et après, ils ont mis les doublages en plâtre. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place pour accéder. On ne pouvait même plus mettre la main pour tourner le clapet. Donc, c'est des trucs tout cons, mais voilà, l'accès... Ça, on apprend plein de choses quand on fait de la gestion de patrimoine. Et les archis devraient vivre aussi pas mal des expériences avec l'existant pour que lorsqu'ils dessinent quelque chose, ils se disent combien de bâtiments on voit. Alors ça, je vous invite à faire l'expérience, vous l'avez peut-être déjà faite d'ailleurs. Moi, j'aime bien voir les bâtiments. Avant, c'était dans les revues d'archi, maintenant c'est plus sur Internet, etc. Et d'aller les voir en vrai. Alors, les grands bâtiments, etc., souvent, c'est nickel. Vous avez encore aujourd'hui à la chapelle de Ronchamp, elle est sublime, enfin, je veux dire, elle est belle, elle a très bien vieilli. Mais moi, je suis allé voir, j'étais encore ce week-end à Paris, j'ai vu des bâtiments qui étaient nickel il y a 10 ans, les revues d'archi, c'était blanc. Vous allez les voir aujourd'hui, c'est plein de couleurs noires. Et ça a 10 ans. Je veux dire, vous n'allez pas dire aux gens de reprendre leur façade tous les 10 ans, quoi. C'est pas pensable. Et c'est juste parce que le mec, il n'a pas pensé à mettre une couvertine ou la crotère qui penche vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. C'est des trucs, des fois c'est très bête, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste réfléchir. La pollution elle tombe, elle coule sur la façade. Donc c'est joli, hein, c'est un effet. Ça peut être perçu comme un effet volontaire, mais là c'est franchement dégueulasse, quoi. Et le même bâtiment, il y a 10 ans, il était dans les revues d'archi.
Voilà, c'est dommage. Donc c'est le vécu du bâtiment, d'avoir fait de la gestion de patrimoine, m'a permis justement de mettre le doigt dedans et de vraiment percevoir certaines problématiques et de les intégrer dans la création de bâtiments. De rendre attentif, des fois c'est aussi à l'usage. Alors, peut-être un truc qui paraît toujours évident, il y a un peu des la palissade qui sont sortis là, mais le bâtiment il est fait d'abord pour un usage avant d'être fait pour être joli. Et là, moi aussi, je suis représentant des usagers. C'est-à-dire que concrètement, quand on dessine une école, on dit que voilà, les gamins, ils vont, avant d'aller à la cantine, ils vont passer là pour se laver les mains, et après, ils vont s'essuyer les mains, et après, ils vont aller à la cantine. Ben, si le lavabo, tu prévois 2 robinets, et que tu as une classe de 30 qui arrive, on va dire, mais ça va pas. Ils vont mettre une demi-heure pour aller manger. C'est impensable. Donc, je suis aussi là pour dire, non, on va mettre une ribambelle de robinet, quitte à avoir toute une longueur. C'est de l'usage. Ou des façades isolation extérieure. On dit, ah tiens, on va mettre de l'isolation extérieure, d'ITE, super, machin. On va mettre un beau crépi par-dessus. Sauf que c'est dans une cour de récréation avec des gamins qui peuvent, avec leur tricycle... Moi, on a été obligé sur un bâtiment de doubler un isolant extérieur en polystyrène plus crépi par des plaques de bois. Parce que les gamins, dès qu'il y avait un petit trou, ben les gamins ils ont compris le truc, hein, ils y vont avec le doigt. Ou alors dans une autre école, ça c'était aussi un peu dommage, l'archi avait mis au pied des façades des petits cailloux, mais à des endroits où les gamins n'étaient pas censés aller. Sauf que on les a laissés un peu y aller, donc ils prenaient les cailloux et ils rayaient les rebords de fenêtres en aluminium. C'est trop rigolo de les dessiner sur le rebord de fenêtre, en maternelle. Hein. Donc voilà, aujourd'hui moi je mets plus de cailloux s'ils ne sont pas collés au pied d'une façade. Parce que les gamins les prennent pour... sans compter les endroits où ils les prennent pour les balancer dans les vitres. Mais ça c'est plus grand, c'est les plus grands qui font ça. Tout comme je ne veux plus d'espace public couvert. Le moindre auvent, alors c'est joli, moi au début j'adorais en mettre dans mes propres projets. Une entrée avec un bel auvent, machin, abrité, bah, t'es sûr que c'est du squat. Enfin c'est souvent du squat. Et quand on dit du squat à la limite, hein, on a tous été jeunes, voire très jeunes, mais on a tous fait, moi avec mes potes, on se retrouvait souvent, c'était bien quand il pleuvait de se retrouver à l'abri de quelque part. Sauf qu'on y allait, on était entre nous et on repartait, quoi. Là, c'est des canettes de bière souvent cassées, c'est d'autres cochonneries, etc. Quand c'est devant une entrée d'école maternelle, et que le matin à 8 h, il y a les mamans qui arrivent avec les gamins, ben, ces gens d'endroit, nous on finit par les clôturer, par mettre une deuxième porte, voilà, c'est con, mais donc aujourd'hui dans les projets neufs, plus d'espace public couvert. C'est dommage, mais c'est du vécu. Après ça dépend des quartiers, si c'est un endroit où il y a tout le temps du monde, pourquoi pas, mais moi dans une école, ben, le projet dont j'ai parlé avant de Decq-Mézot-Tarieux, à l'origine, le public pouvait passer entre l'école maternelle et l'école primaire, en plus c'était un raccourci pour aller faire les courses, je ne sais plus dans quel supermarché. Et sauf que l'après-midi, quand il faisait beau, c'était squatté par les jeunes du quartier, les adolescents, et juste à côté, il y a la cour de récréation de l'école maternelle. Et les jeunes, ils n'avaient rien trouvé de mieux que quand ils avaient fini leur canette de bière, de la balancer dans la cour de récréation. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a clôturé, quoi. Au début, tu fais un peu la police, etc., mais au bout d'un moment, voilà, ça c'est aussi du vécu de maître d'ouvrage et qui du coup inclut ça dans les programmes futurs. C'est-à-dire qu'on dit, attendez, quand l'archi dit non mais attends, ce serait dommage, je dis ouais c'est peut-être dommage, je suis d'accord avec toi, mais en attendant c'est du vécu. Donc si tu veux pas que ton machin soit grillagé dans 5 ans, ben, on trouve tout de suite une autre solution pour qu'il reste, il garde son cachet architectural choisi, défini, voulu et qu'il soit pérenne. Mais pérenne pas en termes de résistance des matériaux, en termes de vécu. Qu'on ne soit pas obligé nous d'intervenir derrière pour dire bah non finalement on va être obligé de grillager parce que c'est pas utilisé de la manière dont on l'avait imaginé au départ. Bah fini, ah ouais, 13h30. Bah oui, justement, j'allais poser la question à la salle, à l'assistance, nombreuse. Et très attentive. Et très attentive, par contre. Ah ouais, ça c'est bien, ouais. Là, pardon. Oui, c'est pour l'enregistrement, il faut que tu parles dans le micro. Merci. Déjà, merci d'être là, d'expliquer. Vous étiez très clair et très complet. Moi, quand Catherine me demande de venir, je viens. Ok. Ah oui, j'ai pas dit je suis élu à l'ordre, c'est pour ça, j'ai pas le droit, c'est ma directrice, je suis obligé de venir. Ok. C'est ça.
J'avais une question. Vous avez dit que pour faire la maîtrise d'ouvrage et être fonctionnaire et tout, il faut faire un concours. Oui. Et du coup, ça consiste en quoi, ce concours? Alors, à mon époque, je pense que ça n'a pas trop changé. Donc moi, j'ai fait le concours en externe. Il y a 2 concours hein, pour chaque catégorie et chaque métier. Technicien, puéricultrice, tous les fonctionnaires. Il y a les concours externes. C'est quand tu n'es pas fonctionnaire et que tu veux rentrer dans la fonction publique, mais tu as déjà les diplômes requis. Parce que là, il fallait un bac plus 5, il fallait pas forcément un diplôme d'architecte, mais un diplôme d'ingénieur pour faire ce concours. Donc tu le fais en externe. Ça, c'est pour rentrer dans la fonction publique. Quand tu es déjà dans la fonction publique et que tu veux progresser, tu fais un concours interne. Voilà. Donc, moi, j'ai fait le concours externe puisque je n'étais pas fonctionnaire. J'étais déjà embauché. Et dans mon contrat, il était précisé que j'étais obligé de passer le concours. Pas obligé de le réussir. Bon, ça a l'air que je l'ai réussi, mais pourquoi ils sont obligés de faire ça? C'est parce que quand il y a un poste qui est créé dans la fonction publique territoriale, c'est priorité aux fonctionnaires. Et s'ils ne trouvent pas de fonctionnaire qui est capable de remplir les conditions pour le poste, ils peuvent chercher dans le privé, enfin quelqu'un qui n'est pas fonctionnaire, lui faire un contrat contractuel et par contre en lui imposant de passer le concours. On ne peut pas rester contractuel à vie, quoi. Donc, ça c'est la théorie, parce que moi j'en connais, ils n'ont jamais réussi le concours, ils sont encore là. Peu importe. Donc j'ai passé le concours en externe. À l'époque, ça consistait en la rédaction il y avait 2 épreuves. Une épreuve où on filait plein de documents. Alors j'ai vu, moi j'ai pris la spécialité bâtiment, hein, je ne suis pas con non plus. Mais il y a des spécialités informatiques, spécialités réseau, spécialités, je crois, sécurité au travail. Enfin, il y a des spécialités. Hein, mais sur Internet, on va sur le site du CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Et là, tout est expliqué. Il y a les programmes, mais il faut bien regarder le concours externe. Et donc, on vous file plein de documents et on vous dit de faire une note de synthèse des documents. En gros, un résumé avec un sujet quand même, on oriente un peu la note. Et une deuxième partie de l'épreuve, c'était une note libre où si je me souviens bien, je crois qu'à l'époque, c'était, voilà, on a un immeuble d'habitation qui a à peu près tel âge et on veut l'améliorer énergétiquement. Que proposez-vous? Voilà. Donc, donc c'est des concours qui peuvent être... il y a des préparations au concours. Donc, moi, personnellement, je n'avais pas fait de préparation au concours, mais je crois que il y a des formations à distance ou même le CNFPT lui-même. Mais je crois que le CNFPT, c'est réservé quand tu es déjà fonctionnaire pour les concours internes. Mais il y a des formations, ouais, on peut suivre des formations de préparation au concours. Mais déjà, d'avoir le programme, de voir sur quoi on peut être interrogé, bon, c'est déjà un bon début. Après, j'ai fait des matières optionnelles, hein, le sport et l'anglais. Mais ça, c'était pour avoir des points comme une option. C'est tout ce qui est au-dessus de 10, ça compte. Et donc, il y a cette épreuve écrite, les épreuves optionnelles. Et après, si tu as passé donc il fixe une moyenne, c'est un concours, hein, donc c'est un nombre de postes ouverts, c'est-à-dire tu peux avoir 14 de moyenne, mais si ils en prennent 100 et que les 100, il y en a 100 devant toi, ton 14, il ne te sert à rien, quoi, hein. Mais bon, en l'occurrence, c'est plutôt autour de 10, la moyenne, 10, 11, ça dépend des concours. Mais voilà, donc tu as une première... Si tu es dans admis à l'oral, donc dans la bonne moitié, enfin dans la bonne partie, tu vas à l'oral, et après c'est un échange devant un jury. Moi en l'occurrence, c'était, je crois que j'avais 6 ou 7 personnes devant moi, ça partait un peu dans tous les sens, et d'un coup il y en a un qui m'a accroché sur le dessin en informatique, et 93, j'étais un précurseur puisque j'avais déjà Archicad et sur un Mac à la mairie de Haguenau. J'avais d'ailleurs ramené la DAO, dessin assisté par ordinateur, à la mairie. Avant, tout le monde était sur papier calque. Et donc, j'y connaissais un peu dans le domaine. Et donc, le mec, il m'a branché là-dessus. Et alors là, c'est parti, on parlait plus que de ça. Parce que lui, ça l'intéressait. Je sentais que le mec était intéressé par ce que je savais. Donc, on est parti dans ce truc-là. Et puis, voilà, l'oral s'est passé, super bien passé. Et puis j'ai eu mon concours. Et alors, une fois qu'on a son concours, on est sur une liste d'admis, enfin on est mis à disposition de la fonction publique territoriale parce qu'on passe un concours, mais pas forcément pour un poste bien précis.
Alors il s'avère que moi je l'avais déjà ce poste, donc moi je passais le concours pour être titularisé dans le poste que j'avais, mais dans la théorie tu passes d'abord le concours et après tu rentres, tu cherches un poste, donc tu es dans une liste de gens qui ont réussi le concours et les collectivités te contactent. Donc moi j'ai été contacté par Besançon, Bordeaux, des gens une fois que tu es dans la liste, mais alors ils t'écrivent, mais ce qui est con, c'est qu'ils ne savent pas, enfin, a priori ils ne connaissent pas ton CV. Parce que moi, on m'a proposé des postes de responsable d'assainissement, de chef de service voirie, enfin des trucs rien à voir avec l'architecture. Mais parce qu'ils ne savent pas que tu es architecte. Ils savent juste que tu as réussi le concours. Enfin, si, ils savaient quand même que c'était dans le côté technique. Mais toi, même bâtiment, ils n'avaient pas cette information-là, visiblement. Ils n'avaient pas cette info, puisque moi, on m'a proposé des postes qui n'avaient rien à voir avec ma formation. Donc, si tu n'as pas déjà un poste, l'idée, c'est après, on te contacte et puis de chercher un. Par contre, je crois que tu as un an ou deux pour trouver un poste. Après, le concours, c'est perdu. Le bénéfice du concours est perdu si tu ne trouves pas de poste. Donc ça, c'était les règles à l'époque. Après, il faut regarder CNFPT. Il y a tout là-dessus. Une autre question, peut-être? Tout était clair. Bon, ben, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. C'était effectivement très complet.